Merci, merci, Dr. Larouche, pour l'introduction. Merci, Sophie, pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de carticelle, en France. On finit, même en français, à dire carticelle. Si on fait ça en une traduction, ça serait cellule T car. OK? Et puis, je vais discuter un peu de l'utilisation de ces types de thérapies pour les lymphomes diffus à grains cellules B. Donc, j'ai un conflit d'intérêt parce que je suis l'investigateur principal de 2 études de Novartis avec les CAR-T. Je ne reçois pas d'argent de Novartis, mais j'ai conduit quand même des études pour Novartis. Et puis, notre conflit, c'est important, comme Dr. Larouche dit, je suis à l'origine, je suis un hématologue pédiatrique. Donc, je vais parler un peu de lymphome en pédiatrie de façon très résumée. Okay? Mais mon domaine principal, ça reste les leucémies aiguës lymphoblastiques. C'est l'autre indication de ces thérapies-là. Donc, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Je vais parler un peu de lymphome diffus des grandes cellules. Dr. Larouche m'a fait la tâche plus facile. Il a pas mal révisé les choses. Je vais juste revenir sur certains concepts intéressants et puis pour qu'on puisse comparer aux résultats de la thérapie CAR. Donc, c'est quoi les CAR? OK. Je vais parler des principales études en fait, avec ces types de thérapies, les effets secondaires qui ne sont pas vraiment semblables à ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Il y a quand même, ce n'est pas la pilule magique, ce n'est pas un traitement qui fonctionne pour 100% des cas, donc il y a certains cas de récidives. Et puis, c'est quoi la perspective d'utilisation clinique de cette thérapie? Donc, si on parle des lymphomes, donc on a déjà parlé de ça, c'est plus de 8000 cas au Canada à chaque année. Ça reste quand même parmi les types de cancers les plus fréquents. Okay? Et si on prend aussi la distribution des lymphomes non hodgkiniens dans des différentes populations, vous voyez que les lymphomes non hodgkiniens restent quand même très fréquents. Et même, c'est ça que j'ai ma seule référence en pédiatrie, les lymphomes restent quand même les troisièmes types de cancers les plus fréquents chez les enfants, surtout de type particulier, c'est les Hodgkin et les lymphomes de Burkitt. Et puis l'autre chose importante, c'est qu'au fur et à mesure de l'âge, ça augmente la fréquence aussi. La plupart des cas de lymphomes diffus des grandes cellules, c'est la ligne verte. Là, on voit que ça va aller pour les personnes plus âgées. Donc ça, je fais aussi référence à ce que le Dr. Larouche a parlé déjà. Les traitements classiques pour les lymphomes diffus à grandes cellules, c'est les CHOP. Et puis l'association du CHOP, même à long terme, on voit que ça continue à porter des bénéfices par rapport aux patients qui n'ont pas reçu ces types de thérapie. Donc, ça reste quand même à long terme, un taux de guérison qui est quand même assez bon. Par contre, qu'est-ce qui arrive quand les patients font des rechutes ou des cas qui sont plus rares, mais qui arrivent quand même, que les patients ne répondent pas à ces premiers types de traitements? Donc, normalement, pour les patients qui sont éligibles à la greffe, okay, ça c'est déjà parlé, donc normalement les patients en bas des 65 ans, on va refaire une chimiothérapie dans un premier moment, qui va aussi avoir, on reconnaît les R ici, donc rituximab à nouveau, avec une autre combinaison de chimiothérapie. Une chose importante que Dr. Larouche fait référence dans sa présentation de lymphome agressif, c'est que les patients vont en greffe du moment qu'il y a une réponse à la chimiothérapie. Pas nécessaire que les lymphomes disparaissent, mais il faut qu'on voit une diminution. Il faut voir si les lymphomes est encore sensible à la chimio. Larouche a fait déjà cette mention. L'autogreffe, c'est qu'une méga chimio. Okay? Donc, ça utilise les mêmes principes. Si les patients ne répondent pas à la chimiothérapie, ce n'est pas en donnant plus de chimiothérapie qu'on va augmenter beaucoup les chances de réponse.
Okay? Donc, de façon générale, on va toujours trouver des exceptions, mais de façon générale, il faut que les patients répondent. Okay? Et puis, du moment que les patients répondent, on va faire l'autogreffe et puis on va observer ces patients à plus long terme. Donc, pour les patients, et ça, c'est des courbes de survie, les patients qui répondent à une première récidive et qui répondent à la chimiothérapie, qui font un autogreffe, on a quand même de bonnes chances de contrôle à long terme. Par contre, il y a à peu près la moitié des patients qui, même avec cette chimiothérapie de deuxième ligne, parfois ne vont pas répondre. Okay? Donc, on ne va pas avoir les mêmes types de résultats. Donc, c'est une publication qui a été faite l'année passée. C'est un ensemble de 4 différentes études cliniques, dont une étude canadienne qui a été faite et qui, en fait, a voulu comparer qu'est-ce qui arrive pour les patients qui ne répondent pas à la chimio à des différents moments. Donc, les patients qui reçoivent les shots et qui progressent, donc la maladie ne répond pas, ou même ça évolue malgré la chimio. Les patients qui ont reçu une deuxième ligne ou une troisième, quatrième ligne et qui évoluent pas, qui la maladie continue à grossir, qui n'ont pas eu de réponse, ou dans les cas où on a une autogreffe, le patient a reçu la deuxième ligne, a répondu en autogreffe, et puis a fait une rechute dans les premières années. Qu'est-ce qui arrive avec ces populations qui ne répondent pas comme il faut au traitement? Donc, le résultat n'est pas bon. Okay? Donc, on sait que ça, c'est la chance que le patient soit vivant à long terme, okay? S'il n'a pas répondu, s'il était résistant dans une de ces conditions-là. Et on voit qu'à long terme, on a moins de 20% des patients qui sont vivants à 5 ans ou à 10 ans. Okay? Donc, les résultats pour ces types de patients, il n'est pas aussi bon. Et ça arrive indépendant du type de récidive. C'est un patient qui n'a pas répondu au premier traitement, un patient qui n'a pas répondu au deuxième traitement, un patient qui a fait une rechute post-greffe, il continue à avoir un mauvais pronostic. Okay? Les seuls patients qui vont aller en premier, c'est la courbe bleue, là, sont les patients qui on donne un autre traitement et qui répondent. Mais ça, c'est 7% des patients. Donc là, on reste avec une quantité de patients qui est vraiment très petite, qui vont éventuellement répondre à une troisième ligne de traitement, quatrième, ou éventuellement quelques traitements expérimentaux. Okay? Donc, c'est certain que cette population-là, ces patients-là, il faut trouver des choses différentes pour essayer d'améliorer ces résultats. Okay? Donc, ça reste un défi, ça reste un challenge de trouver des nouvelles formes de traitement. Dr. Larouche a parlé un peu des nouvelles thérapies ciblées qu'on utilise pour certains patients et qui on voit des résultats préliminaires qui sont intéressants. Peut-être qu'on est capable d'augmenter cette réponse-là. Les études sont en cours. Bon, comment on peut faire de façon différente? Différent de chimiothérapie, radiothérapie, la thérapie ciblée des cris. Donc, comment on peut faire ça de façon différente? Bon, on peut utiliser notre système immunitaire. Okay? Donc, on utilise déjà d'une certaine façon ça, quand on fait référence à l'immunothérapie, les anticorps, ben, c'est à la base notre système immunitaire aussi qui aide, mais d'une façon très précise. Et puis, l'immunothérapie qu'on a présentement, c'est normalement utilisé en association avec des traitements plus conventionnels. Et on a vu que dans certains cas, bon, même rituximab, combiné avec des chimiothérapies, parfois, ça ne répond pas. Donc, il faut faire des choses différentes. Et puis, on utilise notre système immunitaire. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire, il est là, il nous surveille en tout temps. Okay? Et puis, quand il y a une cellule différente, quand il y a un virus, une bactérie, quelque chose qui est différent dans notre corps, notre système immunitaire va là, il va essayer de combattre. Dans l'immense majorité des cas, on est efficace. On est exposé à tous les jours à des défis. Notre corps est exposé à des défis.
Notre corps a, à chaque jour, des petites mutations qui arrivent dans nos cellules, qui soit notre corps même va réparer. On a une sorte d'autocorrecteur de notre matériel génétique qui va corriger l'immense majorité. Il y a certains cas de mutations qui, notre correcteur ne fonctionne pas très bien. Notre système immunitaire va faire la job et puis va essayer d'éliminer ces cellules. Mais dans certains cas, bon, la tumeur échappe à tout ça et puis là, on a les cancers qui arrivent. Donc, notre système immunitaire, il y a, et puis une fois de plus, c'est plus facile, on est déjà présenté cellules B, cellules NK et les cellules T. Les cellules sont la base de notre système immunitaire. Chacun a son rôle. Okay? Les lymphocytes B vont produire des anticorps. Les anticorps vont combattre les choses qui sont à l'extérieur de la cellule. Okay? Tout ce qui est à la surface de la cellule ou des bactéries qui circulent dans notre corps, c'est les anticorps qui vont faire la job. Les lymphocytes T, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre les choses qui sont à l'intérieur de la cellule. Mais il ne peut pas aller vraiment à l'intérieur. Il faut que la cellule tumorale, elle présente ce qu'il y a à l'intérieur, à la surface, okay, à l'aide de ça. Okay? Et donc, elle dit, ah, dans mon intérieur, il y a ça qui ne devrait pas être là. Et puis, notre système, les cellules T va dire, ah oui, effectivement, ça ne devrait pas être là, donc je vais éliminer. Okay? Et puis, les cellules NK, c'est plus tricky, en fait, parce que les tumeurs, de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font? Ben, pour échapper justement de ça, ben, ils disent, ben, je ne présente rien. Donc, les cellules T ne peuvent pas dire qu'il y a à l'intérieur. Et donc, les NK arrivent et disent, ah, il n'y a rien, ce n'est pas normal, on devrait avoir quelque chose qui soit présenté, donc ils vont combattre. Donc, notre système immunitaire essaye de s'adapter, okay, pour justement contourner aussi les mécanismes que la tumeur peut échapper au système immunitaire. Mais même avec tout ça, bon, parfois, ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, c'est ça. Notre système immunitaire peut être très puissant. Dans la majorité des cas, il fait la job. Okay? Mais, parfois, on a notre cible, notre tumeur, on a fait beaucoup de dégâts, mais la tumeur est toujours là. Okay? Donc, on n'était pas capable, même avec notre système immunitaire, d'aller détruire ce qu'on voulait. Donc, on arrive aux cellules CAR-T, les CAR T-cells. C'est quoi ça? Donc, quand on parle des CAR, surtout, moi, j'ai fait la pédiatrie, là, on parle des CAR, on fait des anglophones, mais ils pensent des bagnoles. C'est les CAR, c'est les films, c'est Flash McQueen qui vient en tête. OK? Bon, donc les CAR, en fait, c'est, au lieu de la façon traditionnelle, on va dire, de combattre, la façon traditionnelle qui marche, bon, on fait de façon différente. OK? On est ciblé. OK? Donc, on va chercher une cible particulière pour détruire au lieu d'avoir beaucoup de cellules, mais qui font chacun un petit travail et puis qu'on avait besoin vraiment que toutes les cellules se mettent ensemble pour cibler ces types particuliers de problèmes. Donc, j'ai comparé avec la bombe qui est téléguidée. Hein? Donc, il nous faut une cible. OK? Donc, il faut une cible pour que ces types de traitements fonctionnent. Et puis, la cible, en fait, c'est qu'on appelle les CD19. Les CD19, c'est une cellule qui est présente donc dans la surface de la cellule. Elle n'a pas besoin d'être présentée par l'autre là pour que les T fonctionnent. Elle est là. OK? Et elle est présente dans beaucoup de cellules qu'on dit de la lignée des lymphocytes B. Dès le moment qu'il vient de sortir, on va dire, de la cellule souche, okay, jusqu'à quand il est très mature. Okay? Et puis, donc, il est présent dans les cas de leucémie et il est présent dans les cas des lymphomes de type B
ici, en particulier, ce qui nous intéresse, la immense majorité des lymphomes diffus de grandes cellules B sont CD19 positifs. C'est quoi l'autre avantage de ça? Parce que vous pouvez imaginer, j'ai une cible, mais si cette cible est dans mon cœur, ben, j'ai une bombe qui va tomber dans mon cœur, ça ne va pas marcher. Okay? L'avantage de cette cible-là, c'est qu'il est présent que dans les lymphocytes B. On n'a pas de CD19 ailleurs. D'accord? Donc, il est présent que dans les lymphomes, certains types de lymphomes, certains types de leucémie, et dans les lymphocytes B normaux. D'accord? Il n'y a que ça. Donc, c'est ces cellules-là qui vont être cibles de mon cas. Donc, une fois de plus, on a la cellule tumorale, dans notre cas, les lymphomes, les cellules B, okay, qui va faire des anticorps, et on a les cellules T qu'il faut chercher ça. Mais les CD19, ce n'est pas ça, c'est une autre cellule qui est là. Si on donne des anticorps anti-CD19, ça a été essayé, ce n'est pas vraiment génial en termes d'effet. Il y a des façons plus récentes, en fait, de traiter avec un nouveau anticorps qui s'appelle les blinatumomab, qui va chercher les CD19 et qui met ensemble, en fait, les lymphocytes. C'est prometteur, les résultats sont intéressants, mais pas autant que les traitements que je vais vous parler. Donc, comment on peut faire pour combiner ces cellules-là, qu'elle est très efficace, elle est la cellule la plus efficace qu'on a pour combattre les cancers. Comment on peut faire que cette cellule-là va cibler celle-là? Pour l'instant, l'été, il a besoin qu'il soit présenté. J'ai besoin d'un ami qui dit, ah, celui-là, c'est la cible. Donc, les cellules T marchent qu'avec ça. Donc, j'ai besoin je n'ai pas d'amis pour présenter, que c'est présent directement. Okay? Donc, on a, à l'aide d'une sorte de thérapie génique, on a combiné deux choses. On a combiné une partie de l'anticorps. L'anticorps va toujours, chaque anticorps va reconnaître une cible. Donc, on a pris l'anticorps anti-CD19 et puis on a pris les gènes qui fabriquent cet anticorps et puis on a combiné avec la machine qui va reconnaître la cible pour les cellules T, mais juste la partie qui dit, bah, vas-y, lymphocyte T, va combattre les cellules, pas la machine de reconnaissance. On a combiné la reconnaissance du lymphocyte B avec, on va dire, l'accélérateur de la cellule T, et on a créé un hybride, okay, qu'on appelle l'écart. D'accord? Et donc, vous voyez, cette partie qui reconnaît là, c'est la partie du B. Cette partie-là, c'est la partie du T. Okay? Qu'est-ce qu'il arrive là? Donc, il rencontre le CD19 qui est à l'extérieur. Il n'est pas présenté par les cellules, il est là. Okay? Et puis, du moment qu'il rencontre, on a un signal qui s'est fait à l'intérieur de lymphocyte qui dit, bah, j'ai rencontré ça, il faut que je combatte. Si on fait une autre comparaison, ça c'est la clé, il a trouvé la serrure, on y va. Okay? Donc, il va activer. Donc, ça, c'est un concept. Et puis, une fois de plus, on a parlé déjà plus tôt que parfois, on connaît des choses il y a 15-20 ans, puis ça prend du temps jusqu'à qu'on arrive à un moment que ça va marcher. Ça, c'est des concepts qui étaient développés à la fin des années 90. D'accord? C'est le moment où les premières publications s'étaient testées dans les modèles des souris. Normalement, quand on fait les premières expérimentations, on va utiliser dans les modèles animaux. Et puis, au début des années 2000, on a essayé, puis c'était très prometteuse, et puis ça ne marchait pas.
Okay? Ça ne marchait pas, on donnait, puis dans les souris, ça marchait très bien, et puis dans des humains, ça ne marchait pas aussi bien. Et puis, les gens ont commencé à voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, les gens se sont rendus compte qu'on avait besoin d'un autre gène qu'on mettait ensemble avec les deux qu'on avait déjà rassemblés pour booster cette réponse et pour surtout soutenir la réponse à plus long terme. Donc, il y a présentement, ici, ils sont combinés, mais on a deux types d'écarts. Un qui va utiliser ce qu'on appelle les gènes du CD28 et un autre qui va utiliser les 4-1BB avec la partie du T qui était présent de façon originelle et la partie de l'anticorps qui était présent originel. Donc, il y a eu des modifications au niveau de CAR pour que les cellules puissent être plus efficaces. C'est là qu'on a vraiment vu une différence et c'est là qu'on a commencé à avoir des résultats. Okay? Donc, là, on a les cellules T normales, OK, qui, normalement, il y a la partie qui va reconnaître ce qui est à l'intérieur des cellules. Pour les cas, je n'ai pas besoin de ça, mais il est présent. OK? Et puis, j'ai un virus qui, ces virus-là, et c'est ça les côtés que je parlais des thérapies géniques, qui va apporter les gènes qu'on a besoin pour faire exprimer dans la cellule, OK, les CAR. OK? Donc, il va à l'intérieur de la cellule, on va multiplier, les gènes, en fait, vont créer des protéines qui vont aller à la surface de la cellule pour combattre, en fait, la tumeur. Et puis, l'animation, ça ne marche pas très bien là, mais grosso modo, c'est ça. Il va rencontrer la cellule tumorale et puis il va éliminer. Une chose importante, c'est qu'à part l'effet qui ça fait déjà l'effet qu'on attend. Quand je rencontre la cellule, je vais détruire la cellule. Mais en plus de ça, du moment que la cellule tumorale est rencontrée, souvent, les cellules modifiées se multiplient. Donc, on a une cellule tumorale de moins et une cellule antitumorale de plus. Donc, ça augmente mon armée. En fait, à chaque fois que je rencontre une cellule de lymphome ou une cellule leucémique, j'augmente mon armée en détruisant les cellules cancéreuses. Okay? Donc, c'est ça la logique. C'est pour ça qu'on a vraiment des réponses qui sont vraiment assez exceptionnelles avec ce type de thérapie. J'augmente, au fur et à mesure du temps, j'augmente mon armée pour combattre la leucémie. Moins on a de moins en moins de cellules et plus en plus de soldats pour combattre. Okay? Bon, comment on fait ça? Okay? Donc, la première chose que j'ai besoin des lymphocytes. Donc, j'ai besoin des lymphocytes T du patient pour que je puisse modifier. D'accord? Par la suite, ça se fait dans un laboratoire. Donc, je vais faire avec l'aide d'un type de virus qu'on appelle l'antivirus. Ces virus, il va insérer les matériels génétiques à l'intérieur de la cellule et au même moment, c'est des sacs, en fait, des cellules qu'on met là, à l'intérieur, les virus, et d'autres substances qui vont faire augmenter la quantité de cellules. Donc, mon virus donne les matériels génétiques et puis les produits à l'intérieur du sac font déjà augmenter le nombre de cellules qu'il y a à l'intérieur pour qu'à la fin de normalement 10-12 jours, okay, j'ai, au lieu d'avoir 1 million de cellules, j'ai des centaines de milliards de cellules. Okay? Ça augmente 10 000 fois, 100 000 fois la quantité que j'avais originale déjà dans mon sac. Okay? C'est important, ces virus-là, c'est un virus qui est modifié, ce n'est pas un virus qui se multiplie tout seul,
Donc, le virus, il est incapable de se multiplier, il va juste livrer les matériels, il ne va pas rester dans les cellules, à l'intérieur des cellules. Et puis, quand on a fini ce processus d'expansion, on lave en fait ces cellules, on va laver plusieurs fois pour éliminer à la fois les virus qui restent là et aussi les petites substances qui sont à l'intérieur qui font grandir, multiplier les cellules CAR. Et puis à la fin, j'ai un lymphocyte avec mes CAR. OK? Donc, c'est là en fait. Donc, j'ai beaucoup et puis avec les CAR qui sont là. Donc, par la suite, ces cellules sont envoyées au centre d'oncologie que les patients est traité. Okay? On donne une dose de chimiothérapie, ce n'est pas du tout à viser contrôler les lymphomes du patient, c'est vraiment à viser d'anéantir un peu les systèmes immunitaires normal du patient. Okay? On ne veut pas de concurrence, en fait, à ce moment. On veut que les cellules arrivent au corps du patient et qu'ils puissent faire la job de façon complète. Donc, on anéantit, c'est de façon transitoire, c'est pour quelques semaines. Okay? Donc, on utilise une combinaison qu'on a parlé déjà, c'est une combinaison de cyclophosphamide et fludarabine. Okay? Pas mal pareil, c'est qu'on utilise un LLC, en fait. Mais, comme j'ai dit, le but, c'est vraiment juste d'anéantir un peu nos lymphocytes normaux. Okay? Et puis, après ça, on va infuser les cellules. C'est une transfusion. Ça prend 5-10 minutes. Les cellules viennent, dans les cas de l'essai clinique qu'on a fait, les cellules viennent congeler. On décongèle à la chambre du patient. 5-10 minutes, c'est fait. Et puis, le traitement finit là. Okay? C'est un shot. Okay? C'est fait là. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a différents types de CAR CD19. Donc, il y a ici, c'est tous les types de CAR qui étaient testés dans les derniers 7-8 ans. Okay? Et puis, les choses qui sont intéressantes, parce que ça a été testé donc, depuis, grosso modo, 2010. Et puis, on a déjà, depuis l'année passée, aux États-Unis, deux, donc celui-là et celui-là, qui ont été approuvés. Donc, les patients aux États-Unis reçoivent ces types de traitements de façon commerciale. C'est plus en étude clinique. OK? C'est disponible déjà. Et puis, on a eu la bonne nouvelle il y a 2 semaines qui, celui-là, c'est le Kymriah, celui de Novartis, il vient d'être approuvé par Santé Canada pour traiter les lymphomes diffusés des grandes cellules et les leucémies lymphoblastiques. Okay? Et puis, il y a les Yescarta, c'est un autre CAR qui était approuvé aux États-Unis pour les lymphomes, il n'est pas approuvé encore pour les leucémies et qui probablement ça va s'en venir aussi dans les prochains mois ou prochaines années aussi au Canada. Donc, on a déjà aux États-Unis et puis en Europe été approuvé, ça fait aussi 3-4 semaines aussi. Donc, ça commence à sortir de l'étude clinique, ça devient un peu plus proche de notre réalité. Ceci dit, être approuvé par Santé Canada, ce n'est pas égal à être disponible aujourd'hui. OK? On va parler de ça plus tard. Donc l'écart, il y a, comme j'ai dit, il y a 2 différents. Donc, chacun des 2 types d'écart a été testé donc, dans les lymphomes. Et puis, je vais présenter les résultats ainsi que d'un autre qui probablement aussi devrait être disponible dans les prochaines années ou 2 ans. OK? Donc, on commence parce que ça, c'est la base. C'est quoi? Ça, c'est les premiers cas, c'est la publication du premier cas qui a été traité au Institut du cancer nord-américain, publication de 2010, un patient qui avait un lymphome réfractaire
au traitement, OK? Et puis, on voit ici plein de ganglions à l'abdomen, la rate augmentée, des ganglions au niveau du médiastin, et puis la moelle osseuse aussi qu'il y avait du lymphome. Là, et on voit ce qui est important, la cible, le CD19, qui est là, présent dans les lymphomes. Et ça, c'est donc 4 mois et demi post-traitement. Vous voyez la comparaison. Ici, il n'y a plus de lymphome. Et ça, c'est la moelle. On ne voit plus des cellules CD19. Donc, ça, c'est les premiers cas qui étaient traités, donc 2010. Okay? Donc, c'est ça que je disais. On a donc qui sont soit disponibles déjà commercialement. Il y a Yescarta, OK? Et puis, si on parlait des noms déjà avec les molécules ciblées, les noms de ces car c'est plus facile là, de dire axicatagène siloleucel, OK? Ou tisagène lecleucel, c'est le nom pharmacologique de ces cellules, OK? Donc ça, c'est comme j'ai dit, les deux qui sont approuvés. Ici, c'est l'indication. Et puis, l'autre qui a aussi un nom, mais qu'on appelle l'isocèle, okay, et qui n'est pas encore approuvé, que ça devrait venir aussi. Donc, pour les premiers, pour les SCARTA, donc c'est les premiers qui étaient approuvés pour les lymphomes aux États-Unis. Donc, c'est basé sur cette étude-là qui était faite dans des centres, des différents 21 centres aux États-Unis, un centre en Israël. Okay? Et puis, c'était les patients qui avaient soit des maladies stables, ça veut dire des maladies persistantes ou progressives, ou qui avaient des rechutes post-greffe. Okay? Comment ça déroulait les choses? Les patients qui avaient ça, ils étaient prélevés. Les selles étaient envoyées immédiatement au laboratoire fraîche, okay? Et puis il y avait la modification et grosso modo 3 semaines après, les patients recevaient déjà les cellules. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques. Je vais changer de côté. Ici, je vais parler de tous les patients. C'était testé pour les patients qui ont des lymphomes diffus à grandes cellules ou certains patients qui avaient des lymphomes primaires du médiastin ou des lymphomes folliculaires transformés. Okay? Et puis ça, l'ensemble, donc 111 patients qui étaient enrôlés dans l'étude. Ça ne veut pas dire que tous les patients ont reçu l'étude. C'est 91% des patients qui ont reçu parce que dans les 3 semaines, il peut arriver des choses. Okay? Il peut y avoir des progressions de la tumeur. Ça se peut que les cellules, j'arrive pas à multiplier ces cellules au laboratoire, par exemple. Donc, ce n'est pas tout le monde qui était enrôlé dans l'étude qui a reçu effectivement la thérapie. Okay? Et puis, pour les patients qui ont reçu, donc, l'immense majorité était des lymphomes diffus à grandes cellules. L'âge moyen, 58 ans. Okay? Quoi d'autre? L'immense majorité des patients étaient en stage très avancé de la maladie, un stage 3 ou stage 4. L'immense majorité, et cette étude est intéressante parce qu'il n'y avait pas l'exigence d'avoir la cible. Okay? L'immense majorité des patients avaient, mais certains patients, il n'y avait pas. Et ça, c'est important aussi, parce que la façon qu'on peut voir dans les lymphomes, ce n'est pas 100% des cas qu'on peut dire à 100% que la cible est là. Il y a certains cas qu'il y a très peu de cibles dans les cellules, et puis dans les examens conventionnels, on ne voit pas. Okay? Mais la cible est là quand même. Donc, c'est pour ça que dans cette étude-là, même ces patients étaient traités avec ces traitements. Et puis, on voit que 69% des patients avaient reçu au moins 3 types de traitements. Il y avait des patients qui étaient réfractaires, complètement réfractaires. Okay? Ici, en fait, c'est les groupes qui étaient réfractaires, des patients qui étaient en rechute post-greffe, 21%,
patients réfractaires à la deuxième, ou troisième ou quatrième ligne de traitement. Donc, c'est exactement les profils des patients que je parlais avec l'étude, là, des patients qui vont pas bien normalement. Okay? Et puis, qu'est-ce qu'on a vu, en fait, ici, c'est les résultats pour les lymphomes diffuses des grandes cellules, ici, pour les lymphomes primaires du médiastin ou folliculaires transformés, ici, l'ensemble des patients. Donc, si on prend l'ensemble, on a 55% des patients qui ont une réponse complète. Okay? On se souvient, les chiffres que j'ai parlé, je ne fais pas des quiz là, 7% des réponses complètes dans cette population-là, okay? Avec des traitements conventionnels. Okay? Là, on parle de 55% et plus 28%, c'est ce qu'on appelle une réponse partielle. Ça veut dire que la tumeur n'est pas disparue, mais on a une diminution importante de la tumeur. Okay? Donc, c'est des choses qui, pour ces profils des patients, on ne voit pas ça avec d'autres types de traitements. Et comment ça s'est traduit, en fait? Ça s'est traduit par ça. Donc, la ligne bleue, en fait, c'est l'ensemble des patients qui ont répondu. OK? Donc, l'ensemble des patients qui ont répondu, on a à pratiquement 2 ans, en fait, pour être les suivis moyens, c'est autour de 14-15 mois. On a, grosso modo, la moitié des patients qui est en rémission, que la rémission a été atteinte, ça continue d'être présent. Okay? C'est certain que les patients qui ont une rémission partielle, c'est beaucoup moins, c'est des patients qui, la immense majorité, à un moment donné, la maladie va répartir. Okay? Donc, c'est pour ça que la courbe. Donc, les patients vraiment qui ont une réponse complète, c'est ces patients-là qui gardent une réponse quand même qui est assez impressionnante. Et puis, ça c'est la courbe de survie avec aussi la majorité des patients sont là, donc un suivi moyen de 14-15 mois. On voit des résultats qui sont beaucoup plus intéressants par rapport à ce qu'on voyait avec d'autres types de traitements. Est-ce qu'on peut parler de guérison? C'est trop tôt pour parler de ça. Okay? Là, on n'a pas de suivi de 5 ans pour dire est-ce qu'on a vraiment guéri ces patients? Il faut du temps pour nous dire. Ce qu'on peut dire là, c'est que la réponse qu'on a, c'est beaucoup plus impressionnant et vraiment beaucoup plus important que ce qu'on a vu jusqu'à ce moment avec tous les autres types de traitements. Ça, c'est les deuxièmes cas, c'est les cas de Novartis. C'est une étude aussi qui a été publiée l'année passée. Et c'est quoi la différence? Donc, vous vous souvenez, l'autre traitement, on prenait les cellules, on envoyait directement au labo. 3 semaines après, on recevait les cellules. Et puis, il n'y avait pas trop de délais. Okay? Cette étude-là, et puis c'était une étude américaine à part les centres d'Israël. Cette étude-ci, c'est 10 pays différents autour du globe, okay? 27 centres. Les critères, de façon générale, c'est semblable, c'est la même population qui va être enrôlée. Donc, vous voyez, Japon, Australie, Canada, États-Unis, plusieurs pays en Europe. Il y avait 2 laboratoires, un en Europe, un aux États-Unis. Donc, les cellules transitaient autour du monde. Donc, les cellules au Japon allaient aux États-Unis. Donc, pour faire ça, la logistique était différente. Les cellules sont congelées, on collecte, c'est la même chose, on congèle les cellules. Et puis, du moment qu'elles sont congelées, bon, on peut être congelé une semaine, un mois, un an. Donc, ça donne l'opportunité de dispatcher les cellules avec plus de sécurité, puis être certain que les cellules vont arriver, qu'ils puissent décongeler et qu'elles soient viables aussi pour qu'elles puissent être transformées. Okay? Et donc, ça change aussi, c'est d'ouvrir l'opportunité pour traiter dans des différents pays. Et donc, nous, on était bénéficiés au Canada aussi, parce qu'on a pu aussi enrôler des patients. Okay? Et puis, les cellules, du moment qu'on finit de faire les processus de la manufacture, les cellules sont congelées à nouveau.
Okay? Donc, ça me donne un peu plus de flexibilité pour que je puisse infuser au patient. L'autre côté de la monnaie, c'est que ces processus, ça prend plus de temps. Okay? Ce n'est pas les 3 semaines qu'on avait avant. Ça prend plus de temps. Donc, ça augmente les chances des patients recevoir ce type de traitement, mais ça augmente aussi le temps entre je commence le processus et que j'infuse les traitements pour les patients. Donc l'étude qui s'était appelée Juliette, okay? Donc la majorité des patients étaient de lymphome des grandes cellules B. Okay? Il y avait à peu près 20% des patients qui étaient des lymphomes transformés. Il y avait une partie des patients, c'est des patients de très mauvais pronostics avec des doubles, des triples rites, en fait, des mutations des différents gènes qui, Dr. Larouche avait mentionné déjà. Ça sont des gènes qui confèrent un mauvais pronostic aussi aux patients. Vous voyez, il y avait 20% des patients qui avaient reçu déjà des 4 à 6 lignes de traitement. Okay? Et puis, il y avait donc plus de la moitié des patients qui étaient réfractaires au dernier traitement qu'ils avaient reçu. Okay? Et puis, les taux de réponse global est de 52%, avec 40% des réponses complètes et 12% des réponses partielles. C'est aussi un taux qui est assez impressionnant. Et les choses intéressantes aussi, c'est qu'indépendant du type d'altération génétique qu'il y avait à l'intérieur de lymphome, de l'âge, du type de chimiothérapie, si le patient avait ou non reçu un autogreffe, les résultats sont semblables. Okay? Donc, ça efface un peu les facteurs pronostiques qu'on connaissait avec d'autres types de traitements. Ces traitements, ils effacent un peu les pronostics qui étaient présents avant. Okay? Et puis ça, c'est les résultats, les patients qui ont reçu les traitements et qui étaient en réponse complète. On voit c'est la chance que la réponse continue à être présente. Donc, les patients qui étaient en réponse complète, en fait, on voit les suivis, c'est plus court que l'étude précédente. Mais vous voyez, à 1 an, on a à peu près 4 patients sur 5 qui continuent à être en rémission. Ça, c'est les patients qui ont répondu à la thérapie. Okay? Et puis ça, c'est la survie globale pour l'ensemble des patients, okay? Avec un peu plus d'1 an de suivi. Et ça, c'est la survie pour les patients qui ont eu des réponses complètes. Okay? Donc, à 1 an, on a plus de 80%, je dirais presque 90% qui sont toujours vivants. Okay? C'est des choses vraiment qui changent par rapport à ce qu'on a avec d'autres traitements. C'est certain qu'une fois de plus, c'est un portrait d'1 an. Okay? Il faut qu'on sache qu'est-ce qui va arriver à plus long terme. Okay? Donc, ça, c'est les troisième type d'écart. Ça s'appelle, pour l'instant, c'est l'écart d'un laboratoire qui s'appelle Celgene, okay, qui est, en fait, l'étude, il est fini, là, je n'ai pas mis la date de fin. Et puis, c'est une étude nord-américaine aussi. On a moins de données, en fait, pour cette étude-là. Il n'y a pas de publication encore, c'était juste présenté dans les congrès. Mais grosso modo, on voit quand même des taux de réponse et puis des taux de réponse à 3 mois qui ressemblent pas mal à ce qu'on voit avec des autres types de cas, mais on n'a pas les suivis encore qu'on puisse dire à 1 an et demi, si ces résultats vont être semblables. Mais à court terme, ils semblent quand même avoir, en termes de taux de réponse, similaires. Bon, ça, c'est pour les 2 qui sont déjà disponibles commercialement aux États-Unis. Et puis, l'autre qui, comme j'ai dit, probablement d'ici 1 an et demi, devrait être aussi disponible. Bon, effets secondaires de ces traitements. Okay? Donc, oui, ça marche, ça a l'air de marcher, c'est très bon, mais bon, les effets secondaires.
Okay? Les profils d'effets secondaires est complètement différent de ce qu'on voit avec de la chimiothérapie, de la greffe. Il y a grosso modo trois types d'effets secondaires qu'il faut qu'on mentionne. Il y a un premier qu'on appelle le syndrome de libération des cytokines. Donc, cytokines, c'est des substances qui ont produit, nos lymphocytes produits. Vous imaginez que si j'ai une multiplication des lymphocytes, j'ai une multiplication des produits qui sont libérés dans la circulation. Le deuxième, c'est très particulier, il a une toxicité neurologique des cas. C'est un effet qui probablement a un lien avec ça aussi, okay? Mais c'est une question ouverte encore. Et puis l'autre chose, c'est que, comme j'ai dit avant, ça cible aussi des lymphocytes B normaux. Donc nos lymphocytes B normaux, tant que les cas sont là, je n'ai pas de lymphocytes B normaux. Okay? Donc je n'ai pas de production d'anticorps. Okay? Et en leucémie, en tout cas, la première patiente qui a reçu, ça fait 6 ans, elle est toujours les cellules modifiées à bord, elle n'a toujours pas d'anticorps fait, il faut qu'elle reçoive des anticorps. D'accord? Bon, premier toxicité qu'on appelle le syndrome de libération, on appelle le CRS, là, de l'anglais. C'est quoi ça? C'est la grippe, ok? Mais on imagine une grippe fois 100, ok? Une méga grippe, ok? Ouf, grippe d'un géant, là, ok? Donc, c'est vraiment, ça commence, quand ça commence, ça commence normalement 2, 3, 4 jours après qu'on fait l'infusion. Ça commence vraiment fièvre, frissons, des douleurs, des corps battus, ok? Mais ça peut aller jusqu'à 40, 41 de fièvre, ok? Et puis, pratiquement tout le monde fait ça. 90% des patients vont faire au moins la fièvre, se sentir plus fatigué, comme je dis, comme une grippe. Mais ça peut aller au-delà de ça. On a, grosso modo, entre 8, 10% jusqu'à 40, 45% des réactions qui sont sévères. Qu'est-ce que c'est sévère? Au-delà d'avoir juste la fièvre et des douleurs, des corps battus, diminution de la tension artérielle, difficulté à respirer, ok? Et certains patients, grosso modo, 25%, 30%, 35%, ça dépend, là, ça dépend aussi du type de cas, ils vont finir aux soins intensifs. OK? Vont finir aux soins intensifs. OK? La majorité des cas, ça, c'est des choses qui sont transitoires et puis il y a un traitement pour ça. D'accord? Donc, on donne des médicaments anti-cytokines, OK? Ça s'appelle les tocilizumab ou cetuximab, c'est des anticorps aussi, OK? Des anticorps monoclonaux, mais qui vont viser les cytokines pour baisser l'activité de ces cytokines. Et dans l'immense majorité des cas, c'est des traitements effectifs. De façon pratique, il y a très peu de décès en lien avec ça. Les patients vont passer quelques jours vraiment malades, ok? Mais la grande majorité des patients va passer au travers de ça. La majorité des patients, la réponse est quand même assez rapide aussi. Donc, de plus en plus, on est très rapide à donner les traitements pour couper l'effet. En plus que ces types de traitements-là, ça ne diminue pas l'efficacité du traitement. Ça va couper les symptômes, mais ça ne va pas empêcher les cellules d'agir. Okay? Donc, c'est vraiment une bonne combinaison. Mais c'est juste pour vous dire. Oui. Après qu'on les avait reçus, oui. Ils avaient en permanence, donc continuaient à se reproduire. Oui. Donc, est-ce que ce cycle-là, le surplus de cytokines va revenir? Non. La réponse courte, c'est non. Ça arrive vraiment au tout début quand on a cette multiplication en flèche des
d'écart dans notre corps, OK? Du moment qu'il n'y a plus de cibles, elles arrêtent de combattre. C'est vraiment les combats contre la leucémie qui génèrent ça. Du moment que j'ai plus de cibles, ça va calmer. OK? Il devient, en fait, s'il n'y a pas de cibles, elles vont rester comme un autre lymphocyte. Oui? Oui, sont disponibles. Les tocilizumab, c'est un médicament, en fait, ces deux médicaments sont utilisés pour des maladies auto-immunes, arthrite rhumatoïde, par exemple. On utilise ça, OK? L'FDA américain, l'année passée, quand il a approuvé les premiers cas, il a aussi approuvé les tocilizumab pour traiter ça. C'était vraiment, et ça c'est hors norme, parce que normalement, c'est le laboratoire qui va demander une nouvelle indication. Là, c'est l'FDA qui a dit à la compagnie, on va approuver votre médicament pour traiter ça. Okay? Parce que c'est clé dans les traitements. Et les siltuximab, c'est aussi disponible. Donc ça, c'est une complication vraiment typique des cellules CAR. Ceci dit, c'est une complication qui est plus fréquente avec des patients avec leucémie aiguë lymphoblastique, sont quand même moins fréquents dans les patients de lymphome. Okay? Les lymphomes, en fait, l'expansion, cette montée des cellules, la montée des cytokines, elle s'est faite de façon un peu plus lente par rapport à la leucémie. En fait, donc ça diminue quand même un peu les risques. Je vais pas banaliser ça, ça reste quelque chose qui peut être très, très rare. C'est juste que c'est un peu moins fréquent. Normalement, en fait, pour l'instant, c'est approuvé pour la leucémie en pédiatrie. C'est nous qui ont des cas les plus graves, en fait, et qui sont plus fréquents. Donc, qu'est-ce que c'est les facteurs de risque pour avoir ça? Mais c'est certain que si le patient a un autre problème de santé, il va sentir plus ça. Ben, ça, on voit avec les patients qui ont de la grippe, qui ont des problèmes pulmonaires, ils ont plus de complications. C'est la même chose ici. Quand on a un fardeau tumoral important, il y a un peu plus de risques d'avoir ça. Okay? C'est moins clair pour les lymphomes, c'est plus clair pour les leucémies. Leucémie, c'est clair. Un patient qui est plein de leucémie, il va avoir une CRS. Un patient qui a un lymphome, il est un peu plus à risque, mais ce n'est pas aussi clair comme les leucémies. Et l'autre chose d'avoir un tableau sévère, c'est de commencer les symptômes très tôt. Okay? Donc, un patient qui en a fait une infusion et puis qui 24, 48 heures commence déjà à faire de la fièvre, c'est un patient qui a plus à risque de faire cette complication par rapport à un patient qui a commencé à faire la fièvre une semaine, 8 jours après, par exemple. Okay? C'est juste que normalement, c'est un reflet de la montée plus lente des cellules dans ces cas-là. Donc ça, je parlais déjà des prises en charge de ces patients. Une chose qui est importante, c'est les stéroïdes. Donc les stéroïdes, ça fait partie du traitement des premières lignes de lymphome diffuse à grande cellule. L'épée du CHOP, c'est des stéroïdes. C'est la cortisone. Okay? Mais la cortisone, elle anéantit nos lymphocytes et bon, ça va anéantir aussi l'écart. Okay? Donc, on évite vraiment des données, sauf si les patients ne répondent pas aux anticorps quand ils font ces syndromes, parce que là, on sait que les stéroïdes vont calmer les choses. Mais on risque de diminuer l'efficacité de notre traitement. Deuxième complication, comme j'ai dit, qui est très particulière de ce type de thérapie, c'est les complications neurologiques. Okay? Dans la plupart des cas, quelles sont les complications? Les patients, il y a moins d'attention, il est parfois un peu confus. Okay? On a des anomalies, parfois il oublie les mots, parfois il s'arrête de parler. Okay? Et on voit ce qu'on appelle les dysgraphies. Dysgraphie, c'est on a de la difficulté à écrire, on écrit plus grand, on n'a plus notre calligraphie normale. Okay? Parfois, on n'arrive pas à écrire des mots. Okay? Ça, c'est qu'on voit
c'est environ 20% des patients. Ça peut être plus grave dans des cas plus rares. Ça peut aller jusqu'à confusion, agitation. Ça peut aller jusqu'à des tableaux de convulsions. Okay? Dans un type d'écart, il y a eu des cas d'édème cérébral. Et dans ces cas-là, les patients sont morts. C'est un type d'écart-là, tant que je sache, il n'y a pas eu de développement plus récent, au moins, il n'est pas dans les pipelines d'arrivée à la clinique. Ils ont modifié, en fait, l'écart et puis ça revient avec des modifications pour diminuer. C'était vraiment lié à la façon que les produits étaient construits. Les autres, il n'y a pas de cas d'édème cérébral. C'est vraiment, l'édème, c'est la complication qui a laissé des séquelles graves et des patients qui sont décédés. Okay? Donc, ça peut arriver dans deux moments. En fait, ça peut arriver avec les syndromes de libération des cytokines, mais souvent, ou plus fréquemment, ça arrive après les syndromes. Okay? Et une chose importante, surtout pour vous, c'est qu'une fois de plus, les patients leucémiques font plus que les patients de lymphome. Okay? C'est aussi l'effet probablement que les patients font moins de syndromes de libération des cytokines. C'est pour ça qu'ils font aussi moins de complications neurologiques. Une chose importante, ça c'est réversible. Okay? À part les patients qui ont eu des édèmes cérébrales, ça prend normalement, ça va durer 3, 4, 5 jours, maximum une semaine, et puis c'est réversible. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir les patients qui, à un moment donné, n'arrivent pas à parler, il est là, mais il ne trouve pas les mots pour parler. C'est assez impressionnant. Et heureusement, c'est quelque chose qui est réversible. Okay? Et puis, l'autre que j'ai parlé, c'est vraiment les manques des cellules normaux B qui ça reste, ça c'est pour les patients de leucémie, okay? Mais ça c'est un peu semblable pour les patients de lymphome. C'est des patients qui n'ont pas de cellules B à long terme. Et puis, c'est des patients qui, donc, on doit donner des anticorps. C'est très efficace. On donne des anticorps. Ces patients, normalement, ne vont pas faire des infections à long terme, mais ça ajoute un coût supplémentaire au traitement. La récidive des patients. Okay? Donc, comme j'ai dit, bon, on a vu les taux de rémission. Donc, il y a des patients qui ne répondent pas à ces traitements. Et dans la plupart des patients qui répondent, les patients qui les lymphomes restent là, qui n'ont pas bougé, souvent, c'est qu'ils n'ont pas augmenté assez la quantité d'écart dans les corps. Okay? On n'a pas eu la réaction qu'il fallait pour essayer d'éliminer. Je n'ai pas eu assez de soldats, je n'avais pas assez de multiplications pour éliminer. Souvent, c'est ça qui arrive parce que la cible, quand on voit ces patients-là, souvent, elle est toujours présente. Par contre, souvent des récidives qui viennent un peu plus tard, les patients ont répondu et puis après, ça repart. On va regarder, dans la plupart de ces cas-là, la cible est plus loin. Le lymphome a réussi à cacher ou à éliminer la cible. Et une fois de plus, dans ces cas-là, mon lymphocyte devient un lymphocyte normal. Il n'est plus le super lymphocyte, j'ai plus la cible. Okay? Donc, je reviens à mon état de base. Même si l'écart est encore là, j'ai plus la cible parce que la cible est cachée. Okay? Donc, ça, c'est le mécanisme d'échappement, en fait, pour ce type de thérapie. Il n'y a pas dans des cas de traitement des anticorps, parfois, notre organisme va fabriquer des anticorps, va développer des anticorps contre l'écart. Avec l'écart, il n'y a pas, parce que comme on élimine les cellules qui produisent des anticorps, bah, je n'ai pas de possibilité de fabriquer des anticorps contre mon cas. Bon, c'est quoi la perspective, en fait? Donc, à court terme, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est des résultats pour ce type de maladies avancées, réfractaires qu'on n'a jamais vues. Okay? Il reste que c'est des choses qui on n'a pas assez de recul.
qu'il nous faut encore du temps pour savoir est-ce que vraiment à long terme, ça va se soutenir. C'est le temps qui va nous dire. Les premiers patients qui ont reçu ça, qui sont toujours vivants, toujours en rémission, vont nous répondre à cette question. Donc, la question du suivi à long terme, c'est très important, mais c'est certain que les patients qui répondent, pour le moment, les résultats sont très, très bons. Les choses à optimiser encore. Il y a, comme j'ai dit, il y a quelques patients qui n'arrivent pas à produire l'écart. Donc, il y a des choses à améliorer au niveau de la production. Il faut réduire la toxicité. Donc, ça, c'est important. Mais ça, c'est une caractéristique de façon générale. Normalement, les nouveaux traitements sont testés dans des patients qui ont des maladies plus avancées, qui tolèrent déjà moins d'autres types. Donc, on imagine aussi qu'au fur et à mesure qu'on va donner ça plus tôt, devrait aussi avoir moins des effets secondaires. Et il faut encore améliorer les résultats. Parce que oui, c'est bon, mais on a du boulot encore. En fait, les choses que les gens étudient, là, c'est cibler 2 différentes protéines au lieu d'un. Il y a un autre cible qu'on appelle CD22 qui est actuellement en étude. Et puis là, probablement, ça va diminuer beaucoup cet échappement d'une cible parce que là, je vais avoir 2 cibles différentes. Okay? C'est quoi les défis pour nous au Québec? Bon, il y a au moins dans le Québec, si on prend l'indication qui était approuvée par Santé Canada, des patients qui ne sont pas éligibles de lymphome récidive, qui ne sont pas éligibles à la greffe, rechute post-greffe, on a au moins 50 cas par année au Québec. C'est beaucoup. Okay? C'est beaucoup. Est-ce qu'on va avoir les ressources financières pour ça? On ne sait pas les prix que ça va coûter ici au Canada. Aux États-Unis, c'est 350 000 $ américains par traitement. Okay? Donc, est-ce qu'on va avoir des ressources pour ça? Est-ce qu'on va avoir les ressources hospitalières pour ça? Parce que ça, c'est une population qui présentement reçoit des traitements en externe. Donc, qui souvent ne sont pas, cette population, au moins une partie de ces patients-là vont avoir besoin d'un lit de soins intensifs pour un moment. Donc, imaginons 50, 60 patients, OK, au Québec. C'est des choses qui se discutent en fait à ces moments. Merci.